Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 87 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Ce mois-ci, nous recevons le professeur Pierre Angel, psychiatre et cofondateur en 2014 avec la psychiatre Sylvie Angel de la Fondation FAST, acronyme de Fondation Alliance Shebat El HaShomer, abritée par la Fondation du judaïsme français. Vous nous expliquerez pourquoi ce choix. Bien sûr, votre fondation a pour objet de mener des actions avec l'hôpital Shebat El HaShomer et de mener également des actions de coopération scientifique franco-israélienne. Vous avez également la possibilité, par les statuts de votre fondation, d'effectuer des secours d'urgence aux blessés de faits de guerre en Israël ou de secourir après les catastrophes naturelles. Avant de parler de vos actions précises dans le champ de la philanthropie et des secours d'urgence qui nous intéressent aujourd'hui, pouvez-vous, professeur, nous parler en quelques mots de vous, de votre parcours ? Alors, je suis psychiatre des hôpitaux, professeur d'université en psychologie, et ça a son importance dans ma motivation pour m'engager dans ce combat. Donc il y a une dizaine d'années, avec Sylvie Angel, mon épouse, nous avons rencontré Avi Pazner, le charismatique ancien ambassadeur d'Israël. Et avec le talent qu'on lui connaît, il nous a convaincus de nous engager dans les amis de Shebat El HaShomer, les amis français. Et pourquoi est-ce que personnellement je me suis engagé depuis 10 ans ? C'est parce que comme professeur d'université à Paris 7, 20 ans et à Paris 8, 10 ans, j'ai été confronté à l'horrible BDS. Des étudiants et des professeurs israéliens n'ont pas pu enseigner dans l'université où j'enseignais depuis ces années. Je suis aussi fils de déportés, et cette idée d'un rejet sans aucune réalité scientifique m'était intolérable. Et donc il y a eu ce souhait de plus positif d'améliorer les relations entre Israël et la France dans les domaines de notre compétence, à savoir la santé. Alors, j'ai deux questions là. Les deux, pourquoi avoir fondé une fondation ? Parce que vous auriez pu aider par d'autres biais. Là, c'est ma première question. Et ma deuxième question, qui a toute son importance au regard des événements en Israël, pourquoi sur l'hôpital Tel HaShomer ? Alors, première question, effectivement, membre de l'AMIF, l'Association des médecins israélites de France, depuis des décennies, j'ai fait un certain nombre de voyages en Israël. Le choix de la fondation, c'est un levier magnifique pour pouvoir recueillir des fonds, et pas seulement des fonds, des aides de la communauté juive française, pour aider les Israéliens dans les domaines où ils en ont besoin et qui sont les plus pertinents. Mais le changement depuis quelques années, c'est que ça doit être gagnant-gagnant, gagnant pour les deux pays. Et donc nous avons veillé de manière très respectueuse des nouveaux protocoles pour que les actions de recherche commune ou d'échange de collègues se fassent dans l'intérêt bien compris des deux parties. Alors, nous allons parler de la coopération scientifique franco-israélienne, mais dans un premier temps, je crois que pour vous, si j'ai lu votre ouvrage, et on parlera après de votre ouvrage, pour éviter les erreurs médicales que vous avez écrit en 2016 chez Odile Jacob avec votre épouse Sylvie Angel, et par le biais de la simulation, mais vous nous expliquerez, parce que ça m'a semblé un tout petit peu complexe. J'ai compris, en tout cas dans cet ouvrage, que pour vous, Tel HaShomer, l'hôpital, était un modèle. Et c'est un peu de ça. C'est l'hôpital aujourd'hui qui recueille. Alors, pour coller à l'actualité, c'est l'hôpital aujourd'hui qui est très important en Israël parce qu'il a la charge d'énormément de blessés de guerre actuellement. Donc, aujourd'hui, il est au cœur de la... C'est l'hôpital public. C'est l'hôpital public. C'est l'hôpital de référence. Et vous doutez bien, en Israël, depuis 70 ans, il y a une expertise mondiale reconnue. Parce qu'il a été
créé en 48 voilà, au moment de la le professeur création. Sheba. C'est pour ça que le nom c'est Sheba, le lieu de Tel HaShomer. Donc on dit Sheba Tel HaShomer. Et l'originalité de ce pôle, reconnu dans les 10 premiers pôles mondiaux de médecine dans le classement de Newsweek, c'est clinique au plus haut niveau international, enseignement, formation et recherche. Et donc l'intégration de ces différentes dimensions a conduit à une excellence dans les différents domaines, dont celui dont je vais parler, de la simulation médicale. Alors, pour revenir encore sur cet hôpital qui, lorsque vous m'en parlez comme ça, j'ai l'impression qu'il ressemble quand même à beaucoup d'hôpitaux. Moi qui suis béotienne, je ne me rends pas compte. Alors, pour parler un petit peu à nos auditeurs, il est votre c'est comme époux, une ville, 60 hectares. Alors 60 hectares, salariés. je ne sais pas si on arrive à se le représenter, mais moi, si on me dit c'est 5 fois la salpêtrière, hein, Oui. déjà la salpêtrière, ça me semble être J'ai une été ville en formé, soi. Donc ça me semble énorme. Et puis également, ce que j'ai vu dans votre ouvrage, j'ai l'impression que c'est un centre sur le cancer. Il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche dans de nouveaux médicaments. Donc est-ce qu'il y a des branches qui n'existent pas ou est-ce que c'est parce qu'il est beaucoup plus développé et pour vous en parler mieux que moi, c'est aussi le plus grand hôpital du Moyen-Orient, en tout cas celui oui, qui... bien Donc, sûr, bien pour sûr. comprendre... Parce qu'ils ont concentré les efforts. Il y a de remarquables hôpitaux, Erilov, Hadassah, où je suis allé il y a bien des années, mais le fait que ça soit public et avec le soutien aussi de toute la communauté juive internationale, les Américains, les Canadiens, les Sud-Africains, etc., ils ont pu construire des bâtiments très spectaculaires parce qu'il y a eu un gros effort, en particulier chez les enfants, ou en réhabilitation, puisque c'est le cœur du sujet qui nous importe en ce moment dans cette période très douloureuse. Et ce qui spécifie aussi Sheba, c'est une nouvelle dimension qui s'appelle l'ARC, où ils vont intégrer non seulement des chercheurs, mais aussi des startups, des financiers, pour que les innovations israéliennes, ou parfois en partenariat avec d'autres pays, comme la France, puissent se diffuser dans le monde entier avec le succès qu'on connaît à cette Startup Nation. Alors, grâce à votre fondation FAST, abritée par la Fondation du judaïsme français, vous avez défini cet hôpital comme le cœur des actions que vous allez mener pour alimenter cet hôpital. Donc, c'est à la fois par des conférences, des séminaires, et vous avez mené pas mal de recherches franco-israéliennes, cette coopération. Exactement. Quels sont les sujets que vous avez... le Covid, par exemple, voilà. Où le responsable scientifique de notre fondation est le professeur Arnold Munich, avec qui nous avons bien des liens connu, très proches, bien connu en France, et qui a la chance aussi d'avoir des liens très privilégiés avec Sheba Tel HaShomer. Et donc, plusieurs actions publiées dans des grandes revues internationales ont été diligentées entre les équipes françaises à Paris et à Marseille et des équipes à Sheba Tel HaShomer qui, comme on l'a vu au moment du Covid, a été d'une réactivité tout à fait exceptionnelle. Dans le premier temps, c'était pour les soins des patients où ils ont pu déménager en quelques semaines beaucoup de patients en transformant les parkings en lieux de soins. Oui, ils recommencent la même chose pour la réanimation, où ils ont fait descendre des enfants qui étaient à un étage élevé très rapidement en sous-sol pour mieux les protéger, et puis ce outil d'extension. Et pour le Covid, grâce aux accords avec les Américains, avec les laboratoires, etc., ils ont une base de données très considérable dans ce domaine, et ils travaillent sur l'amélioration des vaccins pour avoir une meilleure prévention à l'avenir. Donc, votre fondation, si je comprends bien, a envie de valoriser l'hôpital Sheba de par ses innovations, de par également c'est la coopération, mettre en lien des chercheurs français et israéliens. Par exemple, il y a eu, je crois que vous avez mené aussi une recherche à Marseille avec l'hôpital Latimone, avec l'hôpital Necker, oui. Imagine, l'Institut Imagine. Donc, vous êtes sur de nombreux fronts et vous n'êtes pas sur qu'une spécialité ou spécificité. Non. Vous valorisez toutes les... Oui, mais en fonction de notre compétence, de ma femme et moi, de psychiatre,
Parce qu'il faut quand même On rappeler... a organisé un colloque international de très bonne tenue avec le pôle qui s'appelle MESSER, dirigé par Amitai Ziv, qui était un ancien pilote de chasse, et on sait quel est le niveau extrêmement exigeant pour performer dans ce domaine, et il s'est reconverti comme réanimateur chez les enfants. Et quand on lui a demandé de faire une jugulaire à un bébé sans avoir eu la simulation avant, il s'est dit, il y a beaucoup de choses à transformer. Et donc, nous avons publié ce livre sur la simulation médicale. C'est quoi simulation médicale? Jamais la première fois sur un patient. C'est une nouveauté, ça ne se fait nulle part dans le monde. Alors ça s'est fait dans différents pays. On a fait d'ailleurs un tour du monde des lieux d'excellence. Que l'exemple de Sheba, c'est constamment, vous connaissez la compétitivité israélienne, c'est d'offrir aux patients israéliens, mais aussi palestiniens, avec leurs familles. Bien sûr, parce que l'hôpital, il faut le rappeler, Sheba soigne l'ensemble, une grosse partie des patients qui viennent du Moyen-Orient, palestiniens et bien sûr israéliens, mais il faut aussi reconnaître, et c'est très important de le dire en ce moment, qu'il y a... dont aussi des professionnels qui travaillent en collaboration. En très bonne entente. Et il y avait même l'idée, avant les événements, d'un pôle en Cisjordanie pour faciliter encore l'accès aux soins de beaucoup de Palestiniens. Et donc, il y a une sorte de dynamique très forte, accentuée en ce moment, puisque l'hôpital de Sheba est de référence pour tout le pays, en particulier dans ces champs de l'intervention en aigu, en réa, et puis aussi la RIAB. RIAB, c'est la réadaptation, et depuis 70 ans, étant donné le contexte sociopolitique, les nombreux blessés, il y a une expertise mondialement reconnue. Donc, avec les événements, ils ont pour ambition de tripler le nombre de places en réhabilitation dans les quelques mois. Il y a une réactivité extrêmement forte, et en plus ils sont le point de référence pour Barzilai et Soroka, qui étaient les hôpitaux qui ont accueilli en première ligne les blessés. Alors, il y a bien sûr tout ce que vous faites, j'ai envie de dire en temps normal, en temps de paix, donc toutes ces choses, cette coopération. Mais maintenant, depuis le 7 octobre, après le pogrom qui s'est passé en Israël, la donne a changé, et dans vos statuts, vous avez le droit, vous pouvez amener un secours d'urgence aux faits de guerre. Donc, alors, ma question, c'est quelles ont été vos actions spécifiques depuis le 7 octobre? Et après, j'ai envie de m'adresser aux psychiatres. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des conseils à nous tous, soit nous en France, qui regardons tout le temps la télévision dans un climat anxiogène, cette montée foudroyante de l'antisémitisme? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler aussi? Et voilà, c'est la chance de vous avoir, professeur, parce que c'est à la fois, qu'est-ce que vous faites sur le terrain, là, en ce moment? Qu'est-ce que fait FAST sur le terrain, la Fondation FAST? Très simple, il y a deux dimensions. On a pu faire quelques virements modestes comparés à la générosité internationale à l'égard de Sheba, très rapidement, grâce à la réactivité aussi de la Fondation. Et deuxièmement, comme psychiatre, nous avons souhaité monter avec l'OSE, bien connu, dont je fais partie du conseil scientifique. Qui est une fondation, qui est également une fondation abritée de la Fondation avec mon ami Jean-François Gutmann, avec un directeur qui s'appelle Éric Gozlan, tout à fait aussi excellent, avec l'Alliance, avec l'AMIF, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Association des médecins israéliens, et donc c'est gratuit. Il y a 50 à 60 psychologues chevronnés et psychiatres qui sont disponibles pour accueillir toute demande de la part d'Israéliens francophones. On sait que les services... Et ça se passe où? Eh bien, c'est sur une plateforme qui s'appelle Psy26, très donc important. Voilà, Psy26. Et si un certain nombre de nos auditeurs peuvent aider à des gens qui sont en difficulté à faire la démarche, la grande difficulté, c'est de faire la démarche. Et les personnes en
difficulté que j'ai eues depuis le 7 octobre disent souvent il y a des cas plus difficiles, j'ose pas vous appeler, alors qu'il y a des signes évidents de risque d'une évolution vers des troubles chroniques. Et aussi, pour leur entourage, il y a des techniques d'aide pour éviter que des pathologies se figent dans ces moments. Et il y a un troisième volet, c'est que des gens qui étaient relativement fragiles sur le plan psychologique, équilibrés, ont décompensé. Voyez, parce que quand il y a trop de stresseurs, eh bien les ressources internes, familiales, sociales ne sont pas suffisantes. Et là, on a un apport. Donc, on a fait de grands progrès dans notre spécialité pour donner aux gens qui appellent des outils, des techniques. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe. Et vous ne pouvez le faire, il n'y a pas de règle générale, c'est au cas par cas. Et après, agir, et on peut faire des recommandations d'action pour les personnes qui nous appellent. Mais la parole est peut-être le premier outil qui est accessible à tous, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, de parler de ses craintes, de ses... Et comment est-ce qu'on protège? Parce que là, on vient de parler à Sandrine Seban qui nous a dit qu'elle a vu ce film de 45 minutes qui n'est permis de voir qu'aux journalistes, vu la cruauté des massacres lors du 7 octobre. Comment on protège les enfants aujourd'hui? Comment est-ce qu'on parle aux enfants? Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec le film, mais pour ne pas tomber sur une image, ou si on tombe sur une image qui ne devrait pas être vue, comment on peut parler aujourd'hui aux enfants? Ce qui nous fascine dans le peuple israélien, on a assisté à beaucoup de conférences, on a de la famille en Israël, c'est cette capacité dite de résilience, de rebond. Et c'est vrai que très tôt, les enfants israéliens ont une vision du contexte dans lequel ils vivent, et ce qui est frappant, c'est que régulièrement, il y a des enquêtes sur le bonheur. J'ai même commis un bouquin sur le bonheur en famille, et les Israéliens sont loin devant nous, y compris quand on connaît les drames qu'il y a depuis l'existence même. D'ailleurs, la vie reprend quand on parle à des Israéliens aujourd'hui. La vie, une certaine vie, mais la vie reprend. Avec une solidarité, avec un optimisme, avec une capacité à rebondir très grande. C'est presque une leçon pour ce qui se passe souvent chez nous. Il y a une vision souvent dépressive de notre statut, de notre avenir. Alors que tout va plutôt bien ici. Bien sûr, bien sûr. Alors, ma dernière question, pour conclure, elle se rapproche un peu plus à l'éthique que vous prenez d'ailleurs dans votre ouvrage, quand vous parlez éviter aux patients de souffrir. En tant que médecin, si j'ai bien compris, il est important, parce que la stimulation, c'est un biais pour ne pas les faire souffrir. Et j'ai envie de vous demander, en tant que médecin et en tant que fondateur, est-ce que vous avez une définition de la philanthropie ? Alors, philanthropie, c'est étymologiquement, moi qui ai fait du grec il y a bien longtemps, l'amour de l'humanité. Elle s'exprime dans différents horizons, l'éducation, la santé, qui sont les domaines qui me préoccupent, mais aussi toute une série de démarches, comme bénévole, comme généreux donateur, comme une manière d'encourager, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, des patients qui souffrent, faire le bien autour de soi. Ce qui me frappe beaucoup chez les personnes que j'accueille au fur et à mesure de l'année, c'est le déficit de sens. Et aider les autres de manière pertinente en fonction de ses moyens, c'est, comme disent les Japonais, ikigai, une raison de se lever le matin. Si vous avez du mal à surmonter un certain nombre de difficultés, rendre service aux autres, par le biais d'une association, par le biais d'une fondation comme la nôtre et tout le travail que vous faites à la Fondation du judaïsme, est un moyen aussi de maintenir le lien social. Parce que la grande difficulté, c'est que face à une situation de crise, les attitudes que nous adoptons, y compris pour moi ou ma famille, vont à contresens de ce qu'il faut faire. Vous voyez, quand les gens ne sont pas bien, souvent ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes, à
couper les liens. Et les entretiens que j'ai eus avec des Israéliens francophones m'ont montré ça. L'isolement, ils ont eu du mal à acquérir une fluidité en hébreu. Et heureusement, dans le projet de plateforme, donc c'est des Français qui sont bénévoles pour accueillir la parole des Israéliens francophones, mais il y a aussi 30 psychologues en Israël qui peuvent aussi réactiver des modes de soutien, aller à domicile, leur indiquer les bonnes adresses pour pouvoir faire des démarches sociales, etc. Donc c'est un vrai collectif. Ne pas hésiter à aller vers l'autre, voilà. Qui est le sens de en la sachant philanthropie. que quand on souffre, on a beaucoup de mal, en particulier les hommes, à faire cette démarche. Donc c'est très important que l'entourage, au sens large du terme, puisse accompagner cette démarche. Aller chercher la parole parfois. Ouais. Merci beaucoup, professeur Angèle, pour ce que vous faites en Israël à travers la fondation FAS, qui, on a compris que vous êtes engagé auprès de cet hôpital extrêmement important pour la survie des blessés israéliens, et continuer à revenir nous raconter peut-être en deuxième phase comment on sera sorti et comment on aura libéré la parole pour qu'il y ait beaucoup moins de souffrance. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un deuxième temps, je vais passer la parole, comme chaque mois, au directeur administratif financier de la Fondation du judaïsme, Rémi Serrouillat, pour sa chronique habituelle. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Compte tenu des événements dramatiques qui se sont passés et qui se passent encore en Israël, provoqués, je le rappelle, par les terroristes du Hamas, j'ai préféré vous parler ce mois-ci encore des actions que mène la Fondation du judaïsme français et ses fondations abritées en faveur de la population israélienne durement touchée par cette tragédie. Dès les premiers jours et encore maintenant, l'équipe de la Fondation du judaïsme français est mobilisée afin d'assister ses donateurs et ses fondateurs pour mener à bien des actions de solidarité d'urgence. Alors permettez-moi de mentionner quelques actions réalisées par nos fondations abritées. Eh bien, ce sont tout d'abord la Fondation FAST, nous en parlions tout à l'heure, en collaboration avec l'hôpital Tel HaShomer de Ramat Gan, qui a fourni en urgence du matériel de soins et notamment des ventilateurs de réanimation et des moniteurs de soins intensifs. Cet hôpital a besoin maintenant de doubler ses services de chirurgie orthopédique et de rééducation. La Fondation Parcours de Vie Viso, qui s'emploie à installer des abris antimissiles dans des maternelles et des écoles. La Fondation Tikkun Olam, en partenariat avec l'ONG Sauveteurs sans frontières, qui a fourni du matériel médical et des gilets pare-balles pour le personnel soignant. La Fondation Famille Sutton, qui s'est rapprochée de l'association FSJU afin d'apporter de la nourriture, des produits d'hygiène et des médicaments aux populations évacuées des localités entourant Gaza. La Fondation FLAC, qui a fourni des casques pare-balles destinés aux sauveteurs. La Fondation Scopus, qui prend en charge l'aide aux étudiants, autres victimes de la guerre, en leur apportant assistance psychologique et souvent de l'hébergement. Malheureusement, cette liste des actions est loin d'être exhaustive. Elle se rallonge de jour en jour car les besoins sont variés et malheureusement grandissants. L'heure n'a jamais été aussi grave. En ces temps très difficiles, la philanthropie envers les personnes en détresse, victimes de faits de guerre, n'est plus l'affaire de quelques élites. Désormais, elle nous concerne tous, elle devient obligatoire, elle s'impose. Si vous souhaitez participer à une action de solidarité envers la population israélienne, vous pouvez nous contacter à la Fondation du judaïsme français. Nos équipes sauront au mieux vous conseiller et vous assister. Merci à vous et très bonne journée. Merci Rémi. Et maintenant, pour notre seconde grande partie, comme d'habitude, Perrine Simon-Naoum va accueillir et interviewer un philosophe ou un écrivain. Cette semaine, il s'agit de Vincent Delcroix, philosophe et professeur. Vincent Delcroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste de philosophie des religions, traducteur de Kierkegaard, mais vous êtes aussi romancier. Et votre dernier livre, Naufrage, est sans aucun doute l'un des livres les plus forts de la rentrée. L'un des plus actuels aussi, puisqu'il met en scène un fait réel, le naufrage d'un bateau de migrants
entre les côtes de la mer du Nord, les côtes du nord de la France et les côtes d'Angleterre, et la mort donc de 27 des 29 personnes qui étaient sur ce bateau. Alors c'est très intéressant parce que votre livre est en fait un récit à la première personne au départ, de l'officier marinier chargé d'organiser les secours, donc la nuit de novembre 2021, au cours de laquelle ces migrants sont morts noyés entre la France et l'Angleterre. Cette femme, puisqu'il s'agit d'une femme, est interrogée dans le cadre d'une commission rogatoire, puisqu'il faut bien trouver un responsable à notre échec collectif. Et elle décrit en fait, dans une forme de détachement factuel, les états d'esprit par lesquels elle est passée au cours de cette nuit-là. Les questions qu'elle aborde sont à 1000 lieues en fait de celles posées par les autorités. Et je dirais que ce que le roman fait apparaître in fine, c'est notre impossibilité à qualifier le mal, sauf à considérer que nous sommes tous également coupables, dans la mesure où chacun d'entre nous perçoit la réalité sous des aspects chaque fois différents et singuliers, et en tout cas difficiles à partager. Alors, ma première question est, je pense, l'une des plus profondes de celles que vous posez dans cet ouvrage. La manière dont vous appréhendez finalement l'événement à travers l'enquête. À partir de quand est-on mort ? À partir de quand, on peut dire, le naufrage commence-t-il ? Et j'ajouterai tout de suite un corollaire. Qu'est-ce que ça veut dire finalement que sauver quelqu'un ? Ah oui, c'est effectivement l'enjeu principal du roman, de la fiction, je le précise, puisque la base du roman sont des faits réels que vous venez de rappeler, mais c'est la base justement, c'est le point de départ. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est effectivement ce personnage-là, elle, l'opératrice en l'occurrence, qui par ailleurs, dans l'histoire réelle, si je puis dire, est effectivement incriminée à charge de non-assistance à personne en danger, et tout simplement parce qu'elle est soupçonnée de ne pas avoir fait, pour le dire par euphémisme, tout le nécessaire pour dépêcher les secours et pour sauver ces personnes. Bon, elle n'est pas la seule responsable, de toute façon, c'est évident, elle n'a pas pu prendre cette décision toute seule, mais ce qui était fondamental, c'était d'essayer d'imaginer ce que pouvait être cette personne-là. Moi, j'avais pas envie de raconter comme on dit très mal du reste, la tragédie des migrants ou le drame des migrants. Je déteste ces expressions comme si on était au spectacle. C'est pas un spectacle, en l'occurrence, c'est la vie. Mais en l'occurrence, il s'agissait pas de parler de ça, il s'agissait de parler de ce personnage-là, de l'inventer et d'essayer de comprendre comment on pouvait en arriver là. C'est-à-dire comment on pouvait ne pas sauver. Alors même que, là, en l'occurrence, très précisément, votre travail, c'est de sauver. Bon. Et ce que c'est que le salut, pour ne pas dire la rédemption, et, ou au contraire, la perte. Et ce qui m'intéressait ici, effectivement, au cours du roman, c'était de développer cette responsabilité singulière. Elle n'a pas sauvé. J'allais dire, sous une forme de plus en plus collective, nous n'avons pas sauvé et nous ne sauvons pas. Bon, parce que nous sommes spectateurs du naufrage, mais manifestement, nous n'envoyons pas les secours nécessaires. Bon. Qu'est-ce que c'est que sauver ? Et vous avez tout à fait raison de poser cette question-là qui est pour moi, qui était fondamentale. D'autant plus que, et c'est vraiment le point de départ de mon roman, c'est que en lisant le compte-rendu premier, c'est un article du Monde qui a soulevé cette affaire. Ce qui a choqué tout le monde, c'est, enfin en tout cas une certaine partie des lecteurs, c'est deux choses. C'est le soupçon de non-assistance à personne en danger, ça c'est-à-dire du point de vue des actes, des faits. On n'a pas dépêché les secours qu'on aurait pu dépêcher pour sauver ces gens. Mais évidemment, ce qui a secoué l'opinion, comme on dit vulgairement, c'est qu'il y a eu des enregistrements des conversations entre les naufragés et l'opératrice en question, et que ces enregistrements témoignent de propos pour le moins déplacés, ou qu'on peut juger déplacés, qui sont effroyables en réalité, mais aussi, c'est ça qui m'intéresse extraordinairement,
ordinaires, si je puis dire, et notamment 2 phrases qui ont fait l'impulsion de mon roman. La première phrase qui fait l'ouverture de mon roman, c'est-à-dire « Elle dit aux naufragés qui supplient, qui demandent des secours, etc. « Bah, t'as les pieds dans l'eau, je t'ai pas demandé de partir. » Et la deuxième phrase, ou plutôt la dernière, qui est probablement effectivement la dernière des enregistrements réels, où elle dit, alors on ne sait pas exactement à qui elle s'adresse, à ses collègues, aux naufragés, la ligne passe mal, le naufragé lui demande de répéter, il la supplie pour la 1000e fois d'envoyer les secours, etc. Il n'entend pas, il lui demande de répéter, et elle dit, tu n'entends pas, tu ne seras pas sauvé. Bah, t'entends pas, tu ne seras pas sauvé. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est l'ambivalence de cette phrase. Et c'est comme ça que le roman a commencé. C'est-à-dire qu'effectivement, littéralement et effroyablement, il n'a pas entendu et il ne sera pas sauvé. Effectivement, il périra. Ils ont mis 4 heures à se noyer. Mais cette phrase peut évidemment se retourner contre elle. On est toujours jugé par ses propres paroles. Et la personne qui n'entend pas et qui ne sera pas sauvée, c'est elle aussi. Et c'est ça qui a noué la fiction. Qu'est-ce que c'est que de ne pas entendre, et tout le roman est fondé là-dessus, qu'est-ce que c'est que de ne pas entendre et de ne pas sauver? C'est-à-dire de ne pas entendre l'appel à la responsabilité qui vient d'autrui. Et qu'est-ce que c'est que, justement, se rendre sourd, elle n'a pas voulu entendre, ou elle n'a pas pu entendre, pour des circonstances qui peuvent être objectives, et pour des raisons qui peuvent se justifier singulièrement, mais elle n'a pas voulu entendre, et peut-être que c'est elle qui ne sera pas sauvée, c'est-à-dire que c'est elle qui fait naufrage en même temps qu'eux. Voilà. Alors Vincent Delcroix, nous parlons aujourd'hui de votre très beau roman Naufrage, paru dans la collection Blanche aux éditions Gallimard cet automne. Comment passe-t-on, je dirais, de la philosophie à un problème de politique publique, comme celui de l'immigration? Et pourquoi prendre finalement la plume du romancier? Alors, oui, c'est un problème. Je vais vous dire, c'est un problème quotidien d'ailleurs. C'est quelle plume on prend. Moi, j'aurais bien aimé être comme Goethe, avoir un bureau pour la littérature, un bureau pour les sciences naturelles, un bureau pour la philosophie, et passer de l'un à l'autre. C'est toujours difficile de quitter une plume pour une autre, mais là, en l'occurrence, j'ai un principe qui n'est pas toujours respecté d'ailleurs, mais c'est que quand je prends la plume de la fiction et du roman, c'est pas que je fais taire mes ambitions philosophiques ou mes préoccupations philosophiques, il faudrait mieux dire, mais c'est que c'est la fiction qui commande. C'est-à-dire, évidemment, dans ce roman, il y a des problèmes qu'on peut qualifier de philosophiques, des problèmes éthiques, des questions morales qui se posent, mais le roman n'est pas une illustration d'un certain nombre de thèses que je veux soutenir en philosophie, d'ailleurs, parce que je serais bien incapable de les soutenir effectivement. C'est l'un des premiers effets du roman sur moi-même, avant qu'il ait éventuellement des effets sur les lecteurs, c'est d'avoir introduit le trouble dans le jugement, et notamment dans le jugement moral, qu'on peut porter. Et ça, c'est vraiment la puissance du roman. C'est-à-dire que je pense que par rapport à la philosophie, et Dieu sait si je défends le discours philosophique, il y a au moins 2 puissances de la fiction, non pas supérieures mais différentes. C'est celle d'introduire, j'allais dire, une espèce d'indécidabilité des situations, un caractère trouble. Et c'est essentiellement ce que je voulais produire dans la fiction. C'est que, bien sûr, on peut avoir une réaction saine du reste, et parfaitement légitime à l'égard de ce personnage. C'est-à-dire, c'est un monstre. Bon, voilà un exemple tristement banal, et c'est la banalité du mal, un exemple tristement banal de la déshumanisation qui nous caractérise. Bon, d'accord, donc scandale. Bon. Mais une fois prononcé ce jugement, qui encore une fois peut être parfaitement légitime, il faut s'interroger pourquoi, comment, comprendre. Bon. Et là, on suspend le point d'exclamation, comment est-ce possible? Et on le transforme en point d'interrogation, comment est-ce possible? Et là, la fiction s'enclenche. Parce que c'est là qu'on cherche à, d'une certaine manière, suspendre le jugement moral, introduire du doute et
du trouble et s'introduire dans la complexité des raisons, des cheminements, de la pensée, de l'action, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la deuxième puissance de la fiction, et ça c'était essentiel, c'était la raison pour laquelle il fallait partir de la fiction, c'est que la fiction, elle s'attache à du singulier. Elle s'attache à des situations singulières. Et à tort ou à raison, on peut réputer le discours philosophique, abstrait, général, universel, et donc lui imputer un certain nombre de défauts de ce point de vue-là. Et la fiction, je ne vais pas dire qu'elle pallie ses défauts, mais en tout cas, la fiction, elle part du cas singulier. Or là, il me paraissait que c'était absolument essentiel que nous sommes confrontés dans cette situation-là à une situation qui est parfaitement singulière. Et paradoxalement, donc une situation qui est quasi extraordinaire, c'est-à-dire où là, on se trouve au plus proche d'une décision que d'une certaine manière, nous ne rencontrons quasiment jamais, c'est-à-dire là où on décide de la vie et de la mort, et qu'on est seul devant cette décision. Il faut dire, il faut sauver ou pas sauver. Elle ne sauve pas. Donc c'est une situation extraordinaire. Mais cette situation extraordinaire, c'est aussi la plus ordinaire qui soit. C'est-à-dire qu'il est possible, on peut soupçonner, et c'est ce que je découvre au fur et à mesure de l'écriture, on peut soupçonner qu'effectivement, elle n'est pas tout à fait, ce personnage, elle n'est pas tout à fait seule à prendre cette décision, et elle n'est pas tout à fait seule sur le rivage à regarder le naufrage. Justement, Vincent Delcroix, l'une des questions que je voulais vous poser concerne la responsabilité, finalement, la responsabilité collective, ce que Marc Crépon appelle le consentement meurtrier. Est-ce que nous sommes tous responsables ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que, en plus, le but du roman, c'est absolument pas de produire une morale. Ça, vraiment, j'y tiens. J'ai eu l'occasion d'en débattre de ci, de là, parce que, bon, visiblement, l'absence de morale ou l'absence de conclusion du roman gêne, embarrasse, et c'était le but, à dire vrai. Donc, il n'y a pas de conclusion, tout simplement parce que je veux me tenir à un instant très circonscrit, c'est-à-dire ni en avant, ni avant, ni après, dans ce moment-là, qui est vraiment, dans tous les sens du terme, le moment de la nuit noire. On est au milieu de la nuit, au milieu de la mer, on est à ras des flots, il y a des gens qui meurent, qui crient, qu'on n'entend pas, qu'on voit à distance, qu'on ne sauve pas. Et c'est cette nuit qui est à la fois, j'allais dire, cosmique et morale, hein, cette absence totale de repères, c'est ça que je voulais circonscrire. Je voulais me focaliser là-dessus. Bon. Mais que ça engage, d'une part, la responsabilité et d'autre part, la culpabilité, ce qui est pas la même chose, c'est évident. Bon, que ça interroge une culpabilité putative qui est un peu plus diffuse et collective que ce qu'on voudrait bien imaginer en incriminant ce personnage, en faisant tout simplement un monstre, ça me paraît évident aussi. Et c'est tout l'objet d'ailleurs de la troisième partie de ce roman, où revenant et passant d'une certaine forme de dialogue par interrogatoire à une espèce de monologue intérieur, de la conscience qui se débat avec elle-même, qui se débat avec sa propre responsabilité, avec son propre isolement devant la décision, tout simplement, et à juste titre, elle constate que, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est peut-être pas toute seule sur ce rivage. Alors oui, elle est absolument toute seule face à cette responsabilité écrasante dont elle portera le poids définitivement. Elle aura 27 morts sur la conscience. Mais en même temps, cet isolement pose vraiment un problème. Et quand elle dit dans le roman « mais je vous vois tous autour de moi en réalité », il faut savoir qui est ce nous ou qui est ce vous. Bon. Et qui sont ces sujets de la responsabilité ou de la culpabilité. Alors, peut-être une dernière question, puisqu'il nous reste quelques minutes. Nous sommes sur RCJ. Vous ne pouvez pas, en philosophe que vous êtes, et vous venez de parler de la vie et de la mort, de la question du mal, ne pas réfléchir sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Ouais. Quel jugement, quelle attitude doit-on avoir face aux événements ? Là, pour le coup, pour moi, c'est assez clair. C'est que
face aux événements du 7 octobre, il n'y a absolument pas de tergiversation ni de demi-mesure à exprimer. C'est le mal. C'est le mal. Pardon. Est-ce qu'on peut dire que c'est le mal radical ou au contraire un mal, la banalité du mal donc... Le mal radical, chez Kant, c'est pas le mal absolu. C'est le mal indéracinable. C'est le mal à la racine. Et là, incontestablement, doublé de sadisme et de barbarie. À un point absolument inouï. Bon, la stupéfaction, quand même, j'ose l'espérer, c'est horrible de le dire comme ça, mais la réaction morale qui s'est exprimée, et qui est quand même, à quelques malheureuses exceptions près, quand même unanime, c'est que c'est intolérable, c'est absolument abominable. Et bon, voilà, de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a absolument aucune question à se poser. C'est le mal, c'est le mal. Et est-ce qu'on peut lutter contre le mal ? Oui, bien sûr. Alors là, pour le coup, et pourtant, Dieu sait si je ne fais pas profession d'espérance, moi je suis kierkegaardien, et la philosophie du désespoir, c'est un peu mon rayon. Mais là, pour le coup, je pense qu'il faut, malgré tout, non pas faire confiance à la conscience morale dont on voit bien à quel point elle est fragile, à quel point elle est précieuse, mais aussi à quel point, non pas impuissante, mais elle est fragile, et c'est aussi ce que j'essaie de voir dans le roman, c'est-à-dire que c'est insensible, le franchissement parfois, là il est spectaculaire, mais ça peut être insensible, le franchissement de l'humanité à l'inhumanité radicale. Bon. Donc il faut faire une confiance pleine à la conscience morale, mais en même temps avertie de la fragilité. En revanche, je pense, malgré tout, qu'on peut faire confiance aux politiques, de ce point de vue-là. Aux politiques, d'une certaine manière, qui supplée. Alors, bon, toute la question est de savoir si c'est une politique de la force, si c'est une politique. Quels sont les critères du politique ici ? Mais je ne vois pas d'autres. J'allais dire, même dans l'urgence, ici, la condamnation morale, elle est absolument inconditionnelle. Absolument inconditionnelle. Et si on renonce à ça, ou si on commence à relativiser ça, nous sommes perdus. Mais la condamnation morale, elle doit fonder ici la confiance dans le politique. Elle doit le fonder. Si nous abandonnons cette confiance, c'est fini. C'est-à-dire, c'est la lutte à mort. Peut-être une dernière question. Est-ce que cette marinière dont vous parlez, est-ce que ces terroristes du Hamas font partie de l'humanité au même titre que nous ? Je serais enclin... Alors, moi, je me méfie justement de l'exclusion de l'humanité d'une manière aussi franche. Oui, on utilise les termes de barbare, d'inhumanité, c'est incontestable. Ce sont des faits inhumains, c'est-à-dire qui heurtent frontalement notre humanité, frontalement. Et ça, il n'y a pas le moindre doute à ce sujet-là. Que les personnes qui peuvent perpétrer ces actes s'excluent par là même, voire s'exclut définitivement de l'humanité, là, il faut faire attention. D'abord parce que ça justifie n'importe quel type de représailles, elle-même inhumaine. Et puis, en outre, parce que ce jugement-là est trop confortable, me semble-t-il, et c'est aussi ce que je voulais essayer de montrer dans le roman, à tout simplement sortir les agents du mal, pardon de le dire comme ça, mais ceux qui font le mal, à vouloir les sortir, les exclure sous une forme monstrueuse de l'humanité, c'est non seulement un aveuglement à l'égard de la nature humaine, pour autant que ça existe, mais c'est aussi parfaitement contre-productif. Merci beaucoup Vincent Delcroix. J'espère que vous reviendrez à ce micro. Nous aurons l'occasion de reparler malheureusement de ces questions. Je rappelle le titre de votre roman que je conseille à nos auditeurs, qui est comme un coup de poing, parmi d'autres coups de poing, de cet automne, Naufrage, donc paru aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.